Bienvenue dans le podcast Tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'Internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets. Des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site ayrton.fr. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, nous allons parler fin des réseaux. Et les réseaux ne sont pas éternels. Il y a eu des annonces ces derniers mois sur différentes technologies qui ont connu des annonces de fin de service autour des réseaux 2G, 3G en France, par exemple, avec les dates données par Orange de fin de service de ces technologies, avec l'annonce de fin de réseau LoRa par Obgenius, avec les annonces de revente de Sigfox et multiples rebondissements. Donc ça soulève cette question chaude de est-ce que le choix de ma technologie radio et de communication aujourd'hui, est-ce que c'est un engagement bon ou mauvais pour mon projet sur la durée? Et donc, comment est-ce que je vais traiter ça dans la conception de mon projet aujourd'hui pour lui assurer une durée de vie raisonnable? Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, on reçoit Patrick Salin de Telit. Bonjour Patrick. Bonjour Charlie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter qui est Telit et qu'est-ce que tu fais chez Telit? Absolument, donc je suis donc Patrick Salin, je suis le directeur commercial France pour Telit. Telit, c'est une société qui a un peu plus de 20 ans d'expertise dans notamment le cellulaire, et on a au fil du temps élargi notre portfolio sur des technologies sans fil que sont donc bien sûr le cellulaire, dans toutes les radios disponibles, donc 2G, 3G, 4G et dorénavant 5G, mais aussi sur de la technologie Bluetooth, des modules LoRa, des modules Sigfox, et on a aussi donc des modules Wi-Fi Bluetooth et GNSS. Ok, donc c'est une offre très complète avec surtout une grosse expérience sur la partie hardware et évidemment télécommunications radio. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur cette actualité que je mentionnais en début, la 2G, la 3G, LoRa, Sigfox, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé ces derniers mois? Est-ce que c'est nouveau et qu'est-ce qui mérite d'être connu en tout cas de personnes qui voudraient se lancer dans un projet IoT aujourd'hui? On va dire il y a deux situations différentes. Il y a une situation qui est sur la 2G, 3G, on va dire, qui est un peu classique, on va dire, puisque c'est l'évolution naturelle des technologies, pas spécifiquement radio. Là, en l'occurrence, on parle de radio, mais la technologie permettant d'améliorer les performances, de permettre d'avoir accès à des nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits. Les nouvelles radios remplacent naturellement les anciennes. Donc là, on arrive à une échéance qui sont effectivement la fin de la commercialisation et de la mise en place de certaines radios. Alors c'est déjà arrivé dans d'autres parties du monde, les États-Unis, enfin Nord-Amérique pour être plus précis, l'Australie, et ça se rapproche de plus en plus de l'Europe, puisque en Suisse, par exemple, l'extinction de la 2G est quasiment en cours et la 3G ne devrait pas perdurer très très longtemps. Donc ça, c'est un premier phénomène que nous accompagnons nous Telit à l'aide de nos modules que nous proposons, qui sont en 4G dans les différentes catégories 4G, LTEM, Narrowband IoT ou catégorie 1, 4, 6 et jusqu'à de la haute catégorie en 4G. Et puis, depuis 1 an et demi maintenant, nous avons nos modules 5G, donc qui peuvent répondre aux besoins des clients qui pourraient avoir cette nécessité d'avoir très faible latence ou très fort débit, etc., qui sont aujourd'hui nécessaires dans certaines applications. Ça, c'est un premier statut. Donc, il y a un deuxième statut qui sont la différence entre les radios qui sont licenciées, donc cellulaires, et puis des radios qui ne sont pas licenciées, dont font partie Sigfox, LoRa, qui ont un avantage très important en termes économiques, puisque que ce soit la partie hardware module qui sont installés dans les produits, les coûts de communication sont très en dessous de ceux qui sont pour le cellulaire.
cellulaire, mais avec des inconvénients, et on le voit justement, l'actualité l'a mis en évidence ces derniers temps, un inconvénient majeur qui est la pérennité, puisque lorsqu'on va s'adresser à ces types de radios non licenciées, c'est souvent un seul opérateur, ou s'il y en a plusieurs, il y en a rarement plus que deux, et dès qu'il y en a un qui arrête, on se met effectivement dans une situation un peu inconfortable. Alors Sigfox, la reprise par une nouvelle entité ne nous donne pas aujourd'hui une très bonne visibilité sur ce que ce sera demain. LoRa, de la même façon, Obgenius, pour la France, ayant annoncé que dans 2 ans, ils ne commercialiseraient plus et qu'en plus, ils prennent plus de nouveaux clients à partir de septembre de cette année, enfin de nouveaux contrats plus exactement. Il n'y aura plus qu'Orange qui, effectivement, a communiqué sur le fait qu'eux n'avaient pas de plan à court ou à moyen terme d'interruption, mais ça met quand même un petit signal d'alerte aux clients qui ont besoin d'une garantie que le service puisse se mettre en place, ou en tout cas suffisamment de temps pour pouvoir éventuellement rebasculer sur autre chose. Ok, pour essayer de faire une cartographie un peu, du coup dans les technologies qu'on a mentionnées, d'un côté on a LoRa par exemple, avec une technologie sur bande libre, sans licence, pour lesquelles librement il peut y avoir des opérateurs qui se mettent en place, ou alors on peut faire des déploiements privés. Et donc jusque-là, en France, on avait 2 opérateurs et on tombe à 1 opérateur. Donc on peut faire le choix d'être chez un opérateur qui a du coup une couverture nationale ou quasi, ou alors d'être sur des réseaux complètement privés. Mais moi, en tout cas, ma lecture de ça, c'est que probablement que les marges sont pas excellentes sur ces technologies-là, justement du fait de l'absence de licence et de la compétition entre l'utilisation de ce réseau opéré et des réseaux privés. On voit bien, en tout cas on le voit nous auprès de nos clients, que finalement il y a beaucoup de use cases pour des déploiements privés qui probablement mangent sur le marché que représente ça pour un opérateur. On a Sigfox qui est une technologie pour le coup qui est opérée par un seul acteur, qui était propriétaire, et finalement il n'y avait que Sigfox qui opérait ce réseau à l'international et qui a eu des difficultés financières et qui est en cours de reprise, avec pas encore d'annonce extrêmement claire, mais une annonce de reprise en tout cas. Et de l'autre côté, après, on a ces bandes licenciées qui sont propriétés, et en tout cas régulièrement les opérateurs, les Orange, les Bouygues et compagnie, achètent l'utilisation de bandes de fréquences, les opèrent, donc c'est ceux qu'on connaît, les 2G, 3G, 4G, 5G, et là-dessus, il n'y a pas de compétition entre... on passe forcément par un opérateur pour bénéficier de cette connectivité, quoi. Alors, il y a un petit complément effectivement à apporter en plus en termes de risque d'interopérabilité, ou de couverture. C'est que le cellulaire aussi a une couverture mondiale avec plusieurs opérateurs pour chacun des territoires, et ce qui permet de garantir aussi une qualité de service forcément meilleure que lorsque on n'a qu'un seul opérateur, ou même s'ils sont 2 à opérer sur leur réseau, c'est toujours un peu plus complexe. Donc pour revenir sur le point que tu évoquais, Charlie, sur la partie réseau privé, mes commentaires là que je vais partager ne concernent pas cette partie-là. Ouais, on met le focus sur la partie opérée. Sur la partie opérée, parce que sur la partie réseau privé, comme son nom l'entend, le dit, c'est privé, c'est un réseau qui va être finalement opéré par le client lui-même. Sur le site ou les sites prévus. Donc la problématique d'interopérabilité, de couverture, de solvabilité de l'opérateur initial ne compte pas. À la limite, tant que la technologie elle permet de fonctionner, il n'y aura pas de souci. Et je peux le dire franchement, pour un réseau privé, LoRa, en l'occurrence, est une très bonne solution, voire probablement la meilleure, en termes de sécurité, en termes d'interopérabilité, etc. Par contre, lorsqu'on veut être sur un réseau qui est ouvert, le fait que ce soit un réseau licencié apporte un certain nombre de garanties en qualité de service, en interopérabilité, en roaming, puisque c'est de ça dont on parle lorsqu'on va aller à l'étranger, aussi en alternative de solutions, puisqu'on parlait tout à l'heure d'opérateurs, mais il y a aussi pléthore de ce qu'on appelle MVNO, qui vont donc brièvement acheter des canaux de communication auprès de ces opérateurs et vont les recommercialiser auprès de clients X ou Y sur les différents territoires, qui soient des territoires nationaux ou des territoires internationaux. Donc pour
pour creuser sur ces contextes-là, où on va plutôt être dans la recherche d'un réseau opéré pour avoir des engagements de couverture, potentiellement à l'international, etc. Donc les clients qui sont face à ce besoin-là, comment ils réagissent à ces annonces et quelle stratégie vous voyez se développer justement pour prendre en compte ces changements, ce changement de génération sur les technologies et du coup ces évolutions de territoire par territoire de déploiement? Alors, ils sont inquiets et moi je trouve que c'est une bonne chose que les clients s'inquiètent de la situation, car c'est un peu simple ou simpliste, mais le fait il est important qu'ils prennent la bonne décision par rapport à leur application et la criticité des datas qui remontent. Si on est sur une application où on vient remonter un niveau ou une position tous les jours, qu'on ait l'information à 10h le matin ou à 15h, finalement c'est pas très très grave. Si par contre on est et on a eu le cas nous récemment d'un client qui est sur une sorte de contrôle d'accès à distance, avec une personne qui attend qu'on lui valide l'accès, si on lui donne l'accès 2 heures plus tard qu'il l'a demandé, ça peut être un problème. Donc ça, c'est le côté criticité du timing est important. Et lorsqu'on fait le choix d'un seul opérateur, puisque si on va sur un réseau non opéré, on va être probablement avec un seul opérateur dorénavant, que ce soit Sigfox ou LoRa, on prend ce risque-là. Deuxième paramètre important, toujours sur le même sujet, c'est la qualité de service, ou plus exactement la garantie du service. Les opérateurs dont on a parlé pour la France, nationaux ou les internationaux, le fait qu'on leur loue, puisque c'est une location, les bandes leur sont louées contre une garantie de service. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de garantir des engagements officiels. Absolument, que ça va communiquer. Et ça, on ne l'a pas sur un réseau qui n'est pas opéré aujourd'hui dans le cellulaire. Il y a un autre facteur, c'est aussi d'améliorer la fiabilité pour permettre effectivement, lorsqu'on a des produits et que soi-même on les commercialise vers d'autres clients, ils vont vous demander à ce qu'ils aient certaines garanties, vous industriels, que votre produit va bien faire ce qu'il a prévu de faire dans les conditions réglementaires des territoires prévus. Et ça, le cellulaire aujourd'hui avec le GSMA prévoit l'ensemble de ces critères réglementaires, et personne, ni un opérateur, ni un module maker, ni un chipset maker cellulaire aujourd'hui ne peut déroger à ces règles-là. Donc on va suivre les releases 3GPP qui vont être édictées et qui permettent effectivement de concevoir les produits, d'une part, de permettre leur interopérabilité avec les réseaux et qu'effectivement l'écosystème fonctionne et soit garanti. Donc là tu mettais l'accent effectivement sur la qualité de service qui tient autant à la technologie qu'aux engagements même des opérateurs sur ce qu'ils vont garantir. Et tu soulignes qu'en fonction du use case, c'est une dimension qui doit être mise en cohérence. Aujourd'hui, j'ai un projet IoT. Où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'information à jour sur déjà cette question de la couverture et des engagements de disponibilité de technologie par territoire? Comment est-ce que vous adressez ça? Est-ce que vous savez dresser ces cartographies-là? Comment font vos clients pour s'y retrouver? Très simplement, il y a un site qui est le site du GSMA qui recense l'ensemble des opérateurs dans le monde avec les couvertures. Alors il y a forcément un peu d'inertie entre le moment où l'information est récoltée et l'information où elle est entre le moment où elle est plutôt mise en ligne et la réalité au T de la mise en ligne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit décalage puisque le temps qu'il fasse
qui récoltent l'information, qui la mettent en ligne, il peut y avoir des réseaux qui ont été commercialisés entre les deux. C'est plutôt dans ce sens-là que des réseaux coupés pour l'instant en tout cas. Donc on a les informations. Alors on n'a pas forcément les couvertures nationales, puisque ça c'est les opérateurs qui les maîtrisent et qui peuvent communiquer sur leur site. Si on va sur le site d'Orange, on a des couvertures. Alors, attention, les couvertures en cellulaire sont toujours des couvertures liées aux habitants, non pas au territoire. Ce qui pose un problème dans les solutions IoT. Tu parles des fameux pourcentages, 97%, 98%. Exactement. C'est jamais les territoires. Ça veut dire que dans des applications rurales, tracking d'animaux, zones d'arrosage, etc., qui peuvent être, ou dans des zones montagneuses, par exemple, où il y a il peut ne pas y avoir plusieurs habitants sur plusieurs kilomètres carrés, il est certain qu'il y a des zones blanches. Ce qui peut poser un problème pour des applications IoT. Et c'est là où certains de nos clients mettent en place des réseaux privés. Pour couvrir, corriger ces territoires-là. Donc, ce que nous, on conseille aux clients, évidemment, c'est de faire de la mesure toute bête sur les zones qui sont identifiées comme celles des futures applications. Et si évidemment, la problématique se pose, elle peut être corrigée par des solutions un peu plus coûteuses, mais qui peuvent répondre quand même aux besoins. Ok, donc l'information des déploiements de réseau à l'échelle des pays et des technologies, on va la trouver de manière centralisée au niveau de la GSMA, l'Alliance des opérateurs cellulaires. Absolument. Les couvertures, précisément, quand on sort des zones peuplées, c'est un point d'attention qui mérite même parfois des mesures sur le terrain. Absolument. Alors du coup, il y a des réseaux qui sont voués à disparaître, des technologies qui sont en fonctionnement aujourd'hui et puis qui vont être coupées. Est-ce que vous voyez-vous des clients du coup qui ont à gérer ce problème d'avoir des déploiements actuels sur de la 2G par exemple en France, dont ils savent déjà que à horizon 2028, si j'ai le bon chiffre en tête, c'est ça. Pour Orange. Même 2025. 2025. Pour la 2G, ouais. Ouais, 2025 pour la 2G. Qu'est-ce que vous voyez comme stratégie pour ces acteurs-là de remplacement ? Parce que là, on parle potentiellement d'équipements qui seront physiquement incapables de monter en version. On passe pas de la 2G à la 3G si on avait un modem qui n'en est pas capable, de la radio qui n'en est pas capable. Alors, il y a plusieurs cas de figure, pareil. Il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place dans le temps, puisque ces évolutions technologiques, elles sont entre guillemets connues, alors même si elles n'étaient pas d'actualité jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas d'annonce officielle de shutdown. Il y avait des annonces on aura ces radios jusqu'à au moins ces dates-là. Donc en fait, puisqu'on parle d'Orange, puisque c'est Orange qui a annoncé 2025 pour la 2G et 2028 pour la 3G, le shutdown, alors ça va sans effrayer, mais ça va être graduel. Ça va démarrer à ces dates-là, à ces années-là, et il restera probablement dans certaines zones de la 2G pendant encore plusieurs mois. L'inconvénient, c'est que si on n'est pas dans ces zones-là, on n'a plus de communication. Donc les stratégies qui ont été mises en place, il y a différentes stratégies qui ont pu être mises en place. La première stratégie, c'est de se dire, on fait cette partie communication, on la met sur une carte fille qu'on peut remplacer, soit simplement par un technicien, soit en retour atelier lorsqu'on fait de la maintenance sur certains produits qui reviennent éventuellement, etc. Et donc on a la possibilité de faire les mises à jour de ce côté-là. Deuxième stratégie, c'est de se dire, on a un produit, ce que j'appelle moi les produits un peu consumer, qui ont une durée de vie réduite, qui de facto par leur usage ou le fait que ce soit un produit un peu à usage limité, qui vont mécaniquement s'user par exemple. Exactement, et on aura la nécessité de les remplacer de facto d'ici 2-3 ans. On passera à autre chose au moment opportun. Et puis il y a la troisième stratégie, c'est-à-dire on a des clients qui ont commencé, ont fait des redesigns et attendent entre guillemets le bon tempo pour eux, bien sûr, pour basculer leur production sur les nouvelles générations de modules cellulaires du coup et de radios évidemment associés. On a un client qui a des trackers sur toute l'Europe. Alors ils avaient fait le design l'année dernière, ils ont initié une première production et déploiement sur la Suisse, une quantité relativement limitée sur la Suisse depuis le début d'année, et je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone, le responsable, et il me dit finalement on va accélérer, on avait prévu de faire cette quantité-là maximum sur cette année, et ils vont nous repasser 10 fois plus sur la 4G, parce que finalement ils se disent, même si ça coûte 2 fois plus cher, le coût de remplacement
des produits après, ce sera encore beaucoup plus cher que 2 fois plus cher que le module. Okay. Donc économiquement, ils se disent finalement, ce que je perds aujourd'hui, je le gagne demain. Et surtout, je ne me prends pas la tête à me dire à partir de 2023 et 5 mois, il faut que je commence à m'occuper de faire le retour de l'échange de parc. D'accord. Donc ce que je retiens là, c'est déjà, la bonne idée, c'est pour des objets complexes qu'ils permettent et pour lesquels on va vouloir avoir un fonctionnement vraiment dans la durée, c'est d'intégrer ça dès la conception en mettant à part, en modularisant la partie communication pour potentiellement prévoir un remplacement sans avoir à revoir tout l'objet. J'ai entendu cette idée-là. C'est ça. Effectivement, qu'on a rencontré sur certains cas et qui permet une stratégie potentielle de remplacement d'une partie de l'équipement. Ceci dit, ça a un coût. Alors oui. déjà naturellement, effectivement, monter en génération, les modems, en général, on monte aussi en coût. Un modem 4G va coûter plus cher qu'un modem 2G, 3G. Mais il y a un calcul à faire entre le coût que représente le fait de refaire ce design, le fait d'acheter désormais ce nouveau composant plus cher, et en face, le coût de mes équipements qui sont d'ancienne génération. Si je dois aller sur le terrain pour les remplacer, ça représente des frais, ça représente des déplacements, ça représente du temps. Et donc peut-être que si je fais mon redesign tout de suite, finalement je suis gagnant sur la durée, ou à contrario, peut-être que j'ai meilleur compte à attendre qu'une partie du parc reste sur ces anciennes générations, mais plus longtemps le produit a de durée de vie, quelque part, plus il faut anticiper ce type de situation. C'est-à-dire que si le produit a une durée de vie de 2-3 ans, on peut se dire c'est pas grave si je m'en occupe pas. Même économiquement, ça peut être plus intéressant de se dire le produit marchera plus. Nos téléphones RTC, typiquement, à un moment donné, ils ont bien continué à en fabriquer en sachant que le RTC allait s'arrêter. Alors il s'est arrêté moins vite que prévu, mais il s'est quand même arrêté. Par contre, effectivement, je reviens sur mon petit tracker automobile là. À un moment donné, faire revenir un véhicule en atelier pour lui changer. Alors là, en l'occurrence, c'est des produits complets qu'il faut swapper. Le faire revenir, ça handicape l'utilisateur du véhicule en question. Donc il faut peut-être aussi le compenser avec un autre véhicule en attendant. Il faut prévoir un programme de remise à jour, plus le technicien lui-même qui doit faire cette opération. Et puis il faut prévoir les produits en avance pour pouvoir faire l'opération. Donc quand on fait ce calcul de gestion, ça peut coûter fort cher. D'ailleurs, dans les applications qu'on a sur la partie cellulaire, on a notamment de plus en plus de demandes, très régulièrement, justement, sur de la maintenance prédictive. Enfin, je fais un petit parallèle. Ouais. C'est presque ironique de se dire qu'en amenant l'IoT pour résoudre ces problèmes-là de disponibilité du matériel et de qualité de service quelque part sur des flottes de camions, de véhicules, on amène aussi des problématiques de maintenance de cette partie communicante. Moi, s'il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est cette dimension-là qui traverse un peu tout ce qu'on vient d'échanger, c'est que réaliser un produit IoT ou une solution IoT, c'est pas une solution à laquelle on répond une fois, on a fait la conception une fois de son produit, puis c'est bon, on va pouvoir produire et c'est parti pour l'éternité. C'est en permanence anticiper des choses, il va y avoir des changements, il va y avoir, on le voit sur tout un tas de sujets, que ce soit notamment le logiciel, tenir à jour du logiciel qui doit rester sécurisé. Et là, on le voit sur les dimensions télécommunications aussi, être en veille sur que va devenir mon réseau demain. Je suis dépendant de ce qui est disponible. Et puis, peut-être qu'on peut parler d'un sujet qui vous concerne directement, qui est aussi tout ce qui est approvisionnement et aujourd'hui le sourcing de composants hardware. Alors, juste avant d'aborder ce sujet-là, il y a un sujet aussi qui est intéressant et qui justement est important. C'est justement cette notion de sécurité. La garantie de la sécurité aussi, elle est fondamentale sur les réseaux opérés par rapport aux réseaux non opérés. Et elle fait partie des critères effectivement des releases, des différentes release 3GPP, c'est-à-dire que au niveau du module, au niveau des opérateurs et même de la SIM qui échange entre le hardware et le réseau, cette notion de sécurité est intégrée. Et effectivement, alors après sur la partie appro, mais on a vécu effectivement 1 an et demi très 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 compliqué. Alors effectivement, il y a eu le Covid d'un côté, mais il y a aussi des mutations très importantes dans les industries, notamment automobiles. L'électronique représentait avant, il y a 2-3 ans, jusqu'à 45% de la valeur du véhicule.
Et on va bientôt y passer à 80 ou 90%, puisque une fois que le moteur, les batteries qui comptent dans l'électronique, voilà, il restera plus que grosso modo la carrosserie, les sièges. Donc il y a eu cette conjonction de, à cause du Covid, on arrête cette industrie automobile qui était exactement en pleine mutation et qui est en travail en flux tendu. Et puis en parallèle, il y a le Covid qui donc interrompt tout ça, qui génère aussi une demande importante sur tout ce qui est laptop, imprimante, etc. pour répondre au télétravail mondial. Équipement grand public. Voilà, et grand public et entreprise, hein, puisque voilà. Et puis quand ça redémarre, tout le monde veut avoir les pièces tout de suite, et on n'est plus à la bonne taille pour pouvoir répondre à la demande. Et les investissements pour mettre en place une fonderie, ils sont colossaux. On parle de plusieurs milliards de dollars, mais c'est même pas tellement ça le problème. C'est qu'il faut à peu près 1 an et demi. Pour que ce soit en service. Donc entre le moment où on dit go, ce qui est arrivé grosso modo à l'été 2021, quand on a commencé à voir que le Covid, on allait devoir vivre avec, et puis que c'était pas ça qui devait arrêter toutes les industries au final, on commence tout juste à avoir d'ici la fin de l'année des améliorations un peu sensibles. Donc nous, chez Telit, on a des améliorations sur beaucoup de nos produits. Par contre, le deuxième critère que notre industrie a subi, c'était des augmentations de prix, puisque c'est toujours un peu le même phénomène, l'offre et la demande. Là, celui-là, pour l'instant, il n'y a pas une bonne incidence. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une incidence à la baisse. Il faudra encore une bonne année, peut-être même deux, avant de commencer à voir des prix redescendre et revenir au niveau des prix précédents. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez comme stratégie, là encore, de vos clients ou sur vos projets IoT ? Aujourd'hui, nos clients, l'industrie, on va dire, je pense, a un peu appris. Alors, on verra si ça tient dans le temps, mais il y a du multi-sourcing, on va dire, qui est mis en place de manière quasi systématique, en tout cas de l'étude, si c'est pas toujours faisable. Double implant, ce qu'on appelle double implant, c'est-à-dire sur une même carte, on va mettre deux composants qui n'ont pas du tout le même brochage, mais qu'on pourra éventuellement interchanger. Alors ça a des limites, cette partie-là, parce que en termes de certification, on est quand même obligé de passer les certifications avec l'un et l'autre, etc. Donc ça met des coûts supplémentaires au projet en question. Par contre, évidemment, ça permet d'avoir une certaine sécurité. Je dis bien certaine, parce que il y a 1 an, je pense que même en ayant une stratégie de double implant ou de double carte, il y avait tellement pas de pièces dans le marché que c'était pas forcément ça. C'était qui tout double, quoi. Il fallait avoir fait le bon choix. Les deux bons choix éventuellement, c'était pas toujours le cas. Donc nous, on a une stratégie chez Telit qui était de plutôt supporter l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une stratégie de petits, moyens, gros clients et on sert les gros, et puis les petits, les moyens, tant pis pour eux. Donc on a servi aussi malgré tout les petits et les moyens à la hauteur de nos possibilités pour pouvoir leur permettre de continuer. Donc en tout cas la pression retombe un peu. Oui, tout à fait. Malgré tout, on voit que pour sortir une carte, pour sortir un produit, il faut avoir 100% des composants. C'est vrai. Donc finalement, les délais finaux, c'est jamais que le maillon faible qui dicte sa loi. Tout à fait. C'est vrai que nous, on a beaucoup d'activités de redesign de cartes et d'aller chercher des alternatives. C'est aussi un peu notre particularité, nous, d'être pas centré sur un seul acteur, mais de travailler avec beaucoup d'acteurs différents, beaucoup de fournisseurs différents. Là encore, comme l'histoire de l'équation sur aller remplacer du matériel sur place, se projeter sur la durée, et tout à l'heure dont on parlait d'aller remplacer des parties connectivité ou d'avoir des stratégies de remplacement à la vue des décommissioning de réseaux. L'équation change aussi sur l'investissement en études que je peux faire aujourd'hui pour m'éviter du délai et de la perte sur mes ventes en fonction de la disponibilité des composants. Il y a ça, et surtout aujourd'hui, si on veut se garantir le time to market, avoir de la multiconception, ça apporte un peu plus de souplesse. Ça peut effectivement être important. Il y a des marchés où si on loupe la date butoir, je pense à si on est dans le jouet comme l'année dernière, si on loupe Noël, voilà, c'est à la limite arriver avec le bon produit tout beau, tout propre, pas cher en janvier, finalement c'est pas bon, puisque finalement on aura fabriqué le produit et on pourra pas le vendre. Est-ce que par rapport à cette problématique-là, vous avez vu vos clients
changer de stratégie par rapport à la gestion de stock. C'est-à-dire, est-ce que les clients sont demandeurs de faire du stock et dans quelle mesure par rapport à ce qui se faisait avant ? Faire du stock, non. Par contre, ils ne sont pas plus demandeurs de faire du stock qu'ils ne l'étaient précédemment. Par contre, ils y ont été contraints pour l'élément auquel tu faisais allusion, c'est-à-dire que les défaillances de certains fournisseurs, j'entends, ont fait que ils ont reçu 95% de la baume qu'ils pourraient produire s'ils avaient les 5% manquants. Et malheureusement, effectivement, ces 5% les mettent dans l'embarras. Donc nous, on a eu des cas de figure où on a encore d'ailleurs des cas de figure de clients qui nous disent on souhaiterait décaler notre livraison de 3 semaines, 1 mois, etc. Donc nous, on n'est pas contre, à partir du moment où il y a suffisamment de temps à l'avance, on est alerté suffisamment à l'avance pour pouvoir le faire. Le seul inconvénient que moi je mets en avant, c'est attention, il y a un risque, puisqu'on n'est pas quand même en pleine disponibilité. Si vous décalez votre demande et qu'on a un client, nous, qui est en urgence dessus, il est fort probable qu'on va se servir de vos pièces pour pouvoir le satisfaire. D'accord. Donc du coup, parfois, le client dit non, finalement... Je ne vais pas prendre le risque parce que sinon après c'est l'enchaînement vicieux, c'est-à-dire que quand il reçoit les pièces qu'il attendait, nous on lui dit on ne peut pas vous les livrer maintenant, on vous livrera dans 3 semaines, et puis ça continue à tourner comme ça, il ne peut jamais produire. Vous observez des décalages de commandes parce que des clients savent qu'ils ont déjà du retard sur d'autres pièces et du coup veulent aligner les livraisons. Exactement, pour éviter, c'est pour des questions de trésorerie, toute bête, c'est-à-dire qu'effectivement nous, en tout cas sur notre partie module cellulaire, c'est très souvent une partie chère de la baume, donc s'ils peuvent s'éviter de la stocker pendant des mois, okay. ils en font au moins la demande. Bon, et puis pour terminer, c'est quoi le futur ? C'est quoi les sujets de demain de votre côté ? Est-ce que la 5G par exemple, est-ce que c'est un sujet central ? Alors carrément, on a déjà des modules 5G depuis 1 an et demi qu'on commercialise. Les réseaux IoT, j'entends 5G, sont pas encore déployés de manière très importante dans le monde entier. En plus sur la 5G, il y a des particularité, même chez les opérateurs, notamment en France, entre ce qu'on appelle la 5G standalone ou la non-standalone. Non-standalone veut dire que grosso modo, c'est de la 5G qui utilise le réseau 4G. On n'a pas forcément toutes les capacités ou toutes les features prévues sur l'usage de la 5G. On pousse aussi, pour ne rien vous cacher, sur la partie, ce qu'on appelle haute catégorie chez nous, donc 4G haute catégorie, donc catégorie 6 et plus, qui apporte des solutions sur des besoins en débit, sur des solutions, notamment dès qu'il y a beaucoup de data, de la vidéo à transmettre, de la 4K, ce genre de choses. Donc les applications 5G vont être vraiment très verticales. On pourra faire éventuellement, je te propose, Charlie, de faire quelque chose de très spécifique, parce que c'est vrai que c'est tellement à expliquer, à présenter sur la 5G. Bon, c'est noté. Rendez-vous pris. Merci beaucoup Patrick pour cet échange. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le sans retenue autour de vous. Nous sommes très curieux de vos retours sur ce nouveau format et de poursuivre le débat sur les sujets abordés. N'hésitez pas à prolonger la discussion avec nous sur les réseaux ou à nous écrire sur contact@ayrton.fr. Si vous aussi êtes un ou une passionné de la conception de produits intelligents et seriez intéressé de rejoindre nos équipes, sachez que nous recrutons régulièrement de nouveaux ingénieurs, notamment sur toute la partie Linux embarquée. Contactez-nous pour en savoir plus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée et à très vite.